Accord. Accord. Corps à corps. Oui, parce que alors que nous sommes tous embarqués dans ce tumulte, on n'a pas le choix d'ailleurs de la réorganisation politique de notre Assemblée et puis à suivre ensuite de notre gouvernement. Tourbillon évidemment désiré, programmé par Emmanuel Macron, nous oublions de nous pencher sur le vote sanction qu'il a vécu, celui des européennes. Un vote qui a sévèrement puni la Macronie pour sa politique menée. Alors on a un petit peu parlé concernant une sanction contre le bellicisme du président, mais il y a d'autres sanctions peut-être qu'il faut dresser. C'est également le bilan économique. Alors un bilan qui est complètement nié d'ailleurs par les représentants de la Macronie, à commencer par le premier d'entre eux qui met en application l'adage « la meilleure défense, c'est l'attaque ». Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron depuis le G7, vendredi 14 juin, où il explique que le programme économique du nouveau Front populaire et du RN ferait porter un très très grand danger à l'économie française. On écoute Emmanuel Macron. Je pense que les fondamentaux de l'économie française sont solides parce qu'on a fait un gros travail. Maintenant, il y a une période d'incertitude qui est liée à cette élection. Et donc, ça vous donne en quelque sorte un avant-goût de ce que serait en effet l'avènement, il faut bien le dire aussi, de programmes économiques totalement irréalistes. Parce que ce soit celui de l'alliance LFI ou celui de l'alliance Rassemblement National, ces deux alliances portent des programmes qui, au premier jour, coûtent par an entre 100 et 400 milliards d'euros. Ce sont des programmes qui ont, je dirais, soit pas d'honnêteté politique, soit en tout cas qui font porter un très grand danger, pas simplement à l'économie française et à ses taux d'intérêt, mais je crois à nos compatriotes, contribuables, épargnants, retraités. Heureusement, jusqu'à maintenant, on avait Emmanuel Macron, notre sauveur devant l'Éternel. Alors, on a aussi entendu, dans le même genre, notre Premier ministre, Gabriel Attal. Ça, c'était lundi dernier sur RTL. On écoute. Je pense aux retraités, je pense aux indépendants qui nous écoutent, à ceux qui vont travailler. On se bat pour eux. Évidemment, tout n'est pas parfait. Évidemment, il y a encore des difficultés dans le pays, des Français qui souffrent. Mais on a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. 2 500 000 emplois qui ont été créés depuis 2017. Tout ça pourrait disparaître si les extrêmes venaient à prendre le pouvoir, à arriver au pouvoir dans notre pays. Cette élection législative, c'est clair, c'est quel Premier ministre, quel gouvernement, quelle majorité. Les Français me connaissent, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Je suis clair, je suis prêt et je suis libre. Voilà. Et puis alors, quand on entend un journaliste qui fait son travail, parce que parfois ça arrive quand même, et que le journaliste rappelle les 3 000 milliards de dettes avec l'explosion pendant le mandat d'Emmanuel Macron, eh bien ça donne des numéros de haute voltige tentés par une équilibriste célèbre, Yaël Braun-Pivet. Je vous propose d'écouter Yaël Braun-Pivet, ancienne présidente désormais de l'Assemblée nationale, sur Europe 1. C'était le 16 juin. Écoutez ça. Faillite de la France, mais très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague? Non. Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Nous sommes une majorité qui a permis à la France de se redresser sur le plan économique. Nous avons recréé 2 millions d'emplois. Nous sommes en train de réindustrialiser la France. Nous avons recréé 400 usines sur des territoires qui étaient... Voilà, bon alors vous l'avez compris, un sérieux budgétaire, nous sommes le meilleur bilan, le taux de chômage a baissé, et évidemment tout ça, en gros nous sommes les meilleurs et les autres sont très dangereux. Alors on a tenté un petit peu de faire un pas de côté par rapport à toute cette communication qu'on peut subir en ce moment et faire dresser ce vrai bilan. Et pour le faire, je suis très heureuse d'être avec Philippe Béchade et Guy de Lafortelle. Bonjour Philippe Béchade. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, président du think tank Les Éconoclasses, rédacteur en chef à la Bourse au quotidien, cofondateur du cerclefinance.com et auteur de cet ouvrage, notamment Fake News, Post-Vérité et autres écrans de fumée aux éditions Agora. Puis nous sommes également avec Guy de Lafortelle. Rebonjour Guy. Bonjour Clémence. Enfin, je dis rebonjour, bonjour ouais, tout court. Ouais, depuis hier, c'est ça. Chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume et cofondateur de Toxin. Alors, je vais commencer par Philippe Béchade sur ce bilan qu'on oublie de dresser d'Emmanuel Macron, alors que lui-même ne se prive pas d'attaquer les autres
notre futur probable gouvernement en disant que ce sera les gouvernements irréalistes et de danger pour les Français. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du leur. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu ce bilan qui a été oublié? Oups, je vois apparaître deux chiffres terribles. Je vois que 6000 entreprises ont déposé le bilan depuis le 15 juin 2023. 60 000. C'est un record depuis 2009 et la grande crise financière. Et autre chiffre horrible, je vois que 480 grosses PME, c'est-à-dire 50 salariés et plus, ont également fait faillite, pire totale depuis 2010. Alors quand on nous parle des 400 usines qui se sont ouvertes en France durant l'ère Macron, je constate qu'en une seule année, les tribunaux ont enregistré 480 fermetures d'usines ou assimilées. Alors, j'ai adoré la chronique de notre complotiste anonyme. Et finalement, j'ai envie de poursuivre un petit peu sur la même veine. Attention donc, vous avez Pinocchio qui vous explique que tout ce que vous lisez sur Twitter, enfin sur X, c'est rien que des menteries. C'est le gars qui est en train de vous faire les poches et qui vous dit « Oh, attention, si j'étais vous, je me méfierais, la petite brune là-bas au fond du wagon, c'est probablement une Roumaine. » C'est le grand gaillard avec un badge CRS qui vous tabasse et qui vous dit « Ouais, monsieur, faites attention, là-bas, il y a des fachos !» Et puis, c'est le banquier véreux qui a détourné la moitié de votre pognon vers Bruxelles, vers un pays de l'Est un peu corrompu, et qui vous dit « Attention, vous avez vu hein, le petit banquier là en face là, avec son sourire Colgate et son allure là, de consultant de chez McKinsey. Attention, lui c'est un vrai escroc. Hein. » Et les gens gobent, c'est absolument extraordinaire. Et c'est vrai que quand on entend les conversations, il y a une forme de régurgitation d'éléments de langage sans aucune réflexion derrière. Donc j'ai l'impression quand même que le travail d'ingénierie sociale qui est mené depuis 7 ans est quand même fichtrement efficace, puisque les mots pensent à la place de ceux qui les prononcent, et tant qu'on restera dans ce déni ou dans cette espèce de semi-coma, je ne sais pas comment on prend conscience effectivement de la gravité de la situation dans laquelle on se retrouve économiquement, parce que quand on nous parle également de 2,5 millions d'emplois créés en l'espace de 7 ans... Ah bah ça, ils en sont fiers. Hein. Et d'une part, c'est très peu, parce que quand on voit que 80% des emplois, ou presque, sont des contrats à durée déterminée qui sont renouvelés. Je vous prends un exemple très très simple. Vous avez un chantier pour la construction d'une résidence, et là, il pleut sans discontinuer depuis le 12 octobre, et donc le chantier, il prend du retard. Eh bien, les gens qu'on avait embauchés pour 3 mois, on les réembauche pour un mois, et à chaque fois, on dit on a créé un emploi. C'est extraordinaire. Pendant ce temps-là, vous avez la machine à rayer les vrais chômeurs des listes donc de l'UNEDIC ou de France Travail. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a moins d'un chômeur sur 2 qui est indemnisé, donc il ne nous coûte pas très cher, cela. Mais le pire, c'est que ces gens-là, on les précipite dans un néant de statistiques. Bref, ils n'existent plus. Mais si vous faites réapparaître tous ces gens que la machine administrative a fait disparaître, le nombre de chômeurs réels en France aujourd'hui est entre 9,5 millions et 10 millions, c'est-à-dire en fait 3 fois à peu près le total des chômeurs de catégorie A. Et ce mensonge est tellement énorme, mais tellement énorme. Il suffit de regarder autour de soi combien de gens sont entre guillemets en transition, espèrent, je ne sais pas, obtenir un stage de formation. Bah voilà, encore une machine
à faire disparaître des Oui. chômeurs. C'est incroyable. Plus c'est gros, plus ça passe. Et là, avec Attal et Macron expliquant qu'on va vers le désastre économique, là, on touche au sublime. Maintenant, je ne suis pas sûr, effectivement, que les programmes qui sont présentés pour obtenir les suffrages, ils vont coûter très très cher. Mais je pense que les 80 ou 90 milliards qui sont offerts aux entreprises en termes d'allègements fiscaux, et où il n'y a aucun contrôle sur l'efficacité de ces mesures en termes de création d'emplois, en termes d'investissement, je pense que là aussi, on a le droit d'en discuter. Oui, ben justement, c'est notre rôle ici de reprendre ces sujets, de reprendre ces chiffres. Je crois que vous êtes revenu avec un sacré tableau et un paquet de chiffres, là, Guy de Lafortelle, justement, pour dresser le bilan de la Macronie. Ah oui, moi j'ai été regarder, enfin exactement les mêmes chiffres que Philippe, qui sont ceux de la Banque de France. Alors peut-être juste corriger, parce que tout à l'heure on a entendu 6 000, donc on parle bien de 60 60 000, 000 oui. C'est 60 000 entreprises. défaillances en un an, qui est effectivement un record de Faillite. longue date. Et la Banque de France est extrêmement positive, parce que on est simplement en train de rattraper les baisses de défaillance du Covid, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc c'est de la faute du Covid, c'est Non, défaillant. c'est même pas de la faute du Covid, c'est que... Non mais d'après eux, je veux dire. Oui, d'après eux, c'est-à-dire que c'est normal que des entreprises, ils ont raison, que des entreprises se créent et meurent, c'est le Ouais, cycle mais normal d'accord, mais d'une là économie. on est dans un record là. Oui, mais on est dans un record. Ce qui est terrible, en fait, c'est que, non seulement on est dans un record, mais effectivement, on a dépassé maintenant et de loin la période Covid. Oui. Et ce qui est absolument terrible, c'est que ils prennent la période 2010-2019 pour comparer. Et ils disent, les défaillances dans lesquelles on est en ce moment, ça correspond à peu près à ce qu'on avait entre 2010 et 2019. Sauf que, en fait, 2010-2019, c'est après la crise de 2008. Comme chacun sait, et qu'on ne s'est jamais relevé de la crise de 2008, mais que si la Banque de France avait choisi de prendre par hasard de l'an 2000 à 2019, là on se rend compte qu'on est dans une situation absolument terrible pour nos entreprises, et que, comme l'a rappelé Philippe également, non seulement il y a un nombre d'entreprises qui explose, mais la taille des entreprises n'est pas la même. Parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait le même impact économique quand vous avez une très petite entreprise ou une grande entreprise, ou une entreprise de taille intermédiaire qui fait faillite. Et ça, on a une explosion des ETI, donc des faillites d'entreprises de taille intermédiaire, alors c'est pas des gros chiffres, mais on a 58 faillites d'ETI, et ça c'est des augmentations de plus 75%. Est-ce que vous appelez taille intermédiaire, c'est à partir de quelle taille? Que je dise pas de population. bêtises, c'est quelques centaines de salariés. C'est quoi la différence avec les PME? C'est juste une question de taille. Oui. C'est-à-dire que c'est au-dessus des PME. C'est-à-dire qu'entre les PME et les grandes entreprises, Vous avez les très petites entreprises, les PME, et au-dessus les ETI. Et au-dessus les grandes entreprises. D'accord. En gros. Et alors derrière, il y a quelque chose que moi, je trouve très étonnant. Je ne sais pas si Philippe, moi je ne vois pas de chiffres des prêts garantis par l'État non honorés. C'est un vrai sujet qu'on avait déjà abordé ici. Ils ne sont pas très élevés. Ils ne sont pas très élevés, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, c'est ce qui est affiché, mais pas récemment. Parce que moi, effectivement, je me dis, oh là, très peu de défaillances. Mais moi, la dernière communication que j'ai eue, c'est 2022. Mais je sais pas, moi, j'ai pas de chiffres qui disent au mois dernier, sur toutes ces défaillances, s'il y avait ou pas des entreprises qui étaient asphyxiées par le prêt garanti par l'État, c'est ça que vous voulez dire? Oui, alors. Ce que je sais, c'est qu'a priori, il est probable que ces défaillances ne soient pas dues au PGE, parce qu'il y a une petite bombe sur les PGE qu'on refuse radicalement de voir, qui est que on a accordé des PGE de manière extrêmement large et sans... Alors, peut-être refaire pour que tout le monde comprenne, je rappelle que le PGE, le prêt garanti par l'État, a été notamment proposé de manière presque obligatoire d'ailleurs aux entreprises pendant, en tout cas très fortement incité pendant le Covid, en disant vous fermez, mais contracter un PGE, ça vous permettra de payer vos charges, etc. Donc ce prêt garanti par l'État. Les entreprises, de toute façon, n'ayant pas trop le choix pour tenir le coup,
contractent ce PGE. Et donc, pendant un an, elles sont subventionnées, aidées. Et puis d'un coup, bam, le couperet tombe. Et il faut rembourser, évidemment. À un moment donné, il faut bien rembourser. C'est ça, c'est-à-dire que l'activité qu'il n'y a pas eu pendant le Covid, Oui. celle-là ne sera jamais complètement rattrapée. Ah bah non. Et en revanche, le PGE, lui, il faudra bien le rembourser. Eh oui. Et donc ce PGE, il faut le rembourser grâce, on espère, à des périodes de croissance qui s'en suivent. Or, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas du tout eu les prévisions Oui. d'embellie. Il y a plutôt même moins d'activité qu'avant. Donc, ils récupèrent une activité, mais moins importante. Oui, ils récupèrent des activités moins importantes. Et ce qui est très problématique, c'est que les banques se sont surchargées en PGE, et notamment, et ça, c'est ce qui est donné par les infos de la Banque de France, c'est que les banques, les pires banques, avec les bilans les plus médiocres, ont le plus chargé en PGE parce que ça permet d'embellir un peu le bilan, parce que comme c'est garanti, vous avez des revenus qui sont garantis. Et du coup, vous vous retrouvez avec un secteur bancaire qui devient très exposé au PGE. Et derrière, la Banque de France qui est très embêtée parce qu'il ne faut pas que ces entreprises fassent faillite. Donc vous avez eu les étalements des PGE encore jusqu'à 2026. On sait qu'il y a des abandons de créances qui sont faits au cas par cas. Mais cela, on ne sait pas combien, on ne sait pas quoi. Et du coup, derrière cette espèce de façade, non seulement vous avez ces PGE qui ne sont pas remboursés, vous avez ces entreprises qui font faillite. C'est plus seulement les petites entreprises, c'est les grandes entreprises qui font faillite aussi, alors que les grandes entreprises ont accès. Elles peuvent discuter avec Bercy, elles peuvent discuter avec beaucoup de monde. On se rend compte en fait que ce qui est vrai, c'est-à-dire que ce que dit Madame Braun-Pivet, de dire mais nous on est les députés du sérieux budgétaire. Les députés du sérieux budgétaire. Non mais vous rigolez. Nous, on est les députés Alors, du... Les députés du sérieux budgétaire, ça c'est du foutage de gueule pas possible parce qu'ils n'ont jamais été les députés du sérieux budgétaire. Et quand Emmanuel Macron dit « Oh mais regardez, ça va coûter entre 100 et 400 milliards immédiatement tout de suite », Emmanuel Macron, plus 1000 milliards de dettes en 7 ans, ça fait déjà plus de 100 milliards par an. Donc c'est déjà ce qu'on a. Et en revanche, c'est vrai que quand la Macronie arrive, vous avez des baisses de défaillance, vous avez une augmentation de l'emploi, vous avez des choses comme ça. Mais en fait, on se rend compte que c'est artificiel, que ça a été fait. En fait, les socialistes sont arrivés au pouvoir avec Macron en termes de politique économique, où ça a été de la subvention, ça a été... et que le Covid a mélangé un peu tout ça, et que maintenant... Des formations, Oui, quand ils disent que l'emploi, il n'y a jamais eu autant d'emplois en France, c'est non seulement ils ont créé énormément d'emplois factices ou artificiels avec les apprentissages, avec l'humanisation, mais surtout, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à dire qu'il n'y a jamais eu autant d'emplois parce qu'on augmente l'âge de la retraite et du coup, forcément, ça fait travailler un peu plus de monde. Mais si vous prenez les statistiques de 18 ans et plus, donc qui sont les statistiques les plus larges possibles, ou même 15 ans et plus. Les populations d'emploi de 15 ans et plus, on baisse. Eux, ils arrivent à vous dire à peu près, ils truquent un peu les chiffres, mais on est en baisse de population occupée. Et surtout, le truc qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un transfert. C'est-à-dire que vous avez la population féminine qui, depuis les années 80, la participation travaille de plus en plus. Ça a augmenté de plus de 10 points depuis ce temps. Mais en sens inverse, les hommes, eux, travaillent moins et ça baisse d'autant. Et ça, pour moi, il y a un vrai sujet de société à ce niveau-là, qui est que c'est pas les mêmes emplois, c'est pas les mêmes rémunérations, c'est pas les mêmes choses. Et puis que derrière, moi, je suis pas absolument certain que les gars qui arrêtent de travailler prennent les tâches ménagères à la maison et tout ça, et que vous avez une société qui est totalement, qui ne sait plus vivre. On n'a plus le modèle de vie, on n'a plus le modèle familial, on n'a plus. Et ça, et pourquoi est-ce que vous avez plus ces 10% d'hommes qui travaillent? C'est pas pour rien, hein, c'est que les boulots sont partis et les usines sont parties. Et donc quand Emmanuel Macron vient vous dire qu'on a réindustrialisé, là, sa réindustrialisation qui a jamais marché, on en a parlé suffisamment longtemps, avec la crise immobilière. L'immobilier, c'est de l'industrie. Hein. Je peux vous dire que sa réindustrialisation est finie. Oui, c'est vrai qu'on va peut-être en retoucher un mot d'ailleurs, Philippe Béchat, de cette crise immobilière qui fait partie des grandes crises auxquelles ont participé ce gouvernement. Évidemment, ils ont récupéré déjà un état de la France pas terrible, mais ils ont quand même empiré la situation. De quelle crise immobilière vous parlez là? Je crois qu'en 2023, il s'est vendu 180 hôtels particuliers sur Neuilly, Versailles, Saint-Germain-en-Laye.
On ne trouve pas un bien sur Mougins, Cap d'Antibes et autour de Saint-Tropez. Le Cap Ferret, pareil, allez vous trouver une belle maison, c'est la Croix et la Bannière. Je pense que tout va bien. Non? Non. Alors, je vais vous donner des chiffres qui sont proprement hallucinants. Je peux vous dire que je les tiens de sources sûres. Pour vous donner l'idée de la panade dans laquelle se trouve actuellement l'immobilier, les principaux acteurs habituels, ce sont les SCPI, donc les entreprises dont le but est de détenir des biens qui ont une vocation locative, qui peut être donc du logement d'habitation, ça peut être de l'entrepôt, ça peut être du mur de boutique et, bon, classiquement, des plateaux pour les bureaux, les grands centres qu'on connaît en région parisienne, la Défense, quelques quartiers d'affaires. Donc, les SCPI sont sur ces 4 métiers et il y en a 108 enregistrés auprès de l'AMF. Bon, la plus petite SCPI, c'est de l'ordre de 50 millions. Donc, ça veut dire que ça peut quand même acheter de temps en temps un petit immeuble à 5 millions, enfin une broutille. 108 SCPI donc, qui ont une activité qui participent notamment à la plupart des grands programmes de construction. Enfin, dès qu'il y a un bon rendement à la clé, un immeuble de 50 appartements, une SCPI va peut-être en acheter 20 ou 30, etc. Eh bien, figurez-vous que pour la première fois depuis 1990, parce qu'on n'a pas de chiffres qui remontent plus loin, sur Paris, intramuros, au premier trimestre 2024, le nombre de transactions opérées par les SCPI sur Paris s'élève à 0. Oula. Pour la première fois de l'histoire, les SCPI n'ont donc fait aucune transaction sur un immeuble à vocation locative, n'ont pas acheté un immeuble de bureau sur les Champs-Élysées ou les grands boulevards. Bon, les entrepôts, il n'y en a pas dans Paris, on n'en parle pas. Les murs de boutiques, c'est pareil. Comme toutes les boutiques sont en train de fermer dans Paris, rue de Rivoli, hein, c'est devenu l'allée de la mort. Hein, c'est extraordinaire. Paris est en train de se désertifier complètement. Il y a beaucoup plus de vélos, mais il y a beaucoup moins de monde dans les boutiques. Donc, 0 transaction pour le SCPI. C'est quelque chose. Si on vous avait dit ça, vous auriez dit ce n'est juste pas possible. Ouais. Et si vous prenez l'ensemble de la région parisienne, donc là on est sur les 4 départements, en transaction on est autour de 30. Et la seule grosse transaction qu'on a observée, c'est la cession de Paris Nord entre 2 gros institutionnels. Donc c'était pas c'était pas une SCPI qui a investi dans un nouveau centre commercial. Là on se serait dit là au moins il y a de l'espoir et il y a un projet d'avenir. C'est juste qu'il y a un Clépierre qui a revendu ça à un Unibail. Je ne me rappelle plus le nom des 2 opérateurs, mais en tout cas, voilà, Oui, c'est juste un réaménagement de portefeuille. Donc, l'immobilier est vraiment mort. Et ça, c'est pas l'Ukraine, c'est pas le Covid. Ce sont des décisions purement politiques qui ont été prises, mais dès l'arrivée de M. Macron au pouvoir, hein, de rendre la vie impossible au secteur immobilier et de faire rendre gorge à ces rentiers, vous voyez, ces espèces de thénardiers qui ont travaillé toute leur vie avec leur petite boutique pour mettre sou après sou de côté pour ensuite avoir un petit appartement pour compléter une retraite minable. Ah, ceux-là, oui, ceux-là, c'est vraiment ceux qui pourrissent la France poujadiste dont il faut absolument se débarrasser. Bon, eh ben, là, M. Macron nous le dit clairement. Comment on va se débarrasser de la France? Il l'a dit au G7, M. Attal le dit. Si jamais on vote pour les extrêmes, c'est-à-dire être extrême, tout ce qui ne pense pas comme le gouvernement ou tout ce qui ne répète pas ce que dit Yael Braun-Pivet, donc nous sommes tous des extrêmes, mais tous, hein, absolument
tous, eh bien, vous allez perdre vos économies. Pourquoi ? Parce que la dette de la France va être attaquée. Et elle va être attaquée par qui ? Et sur ordre de qui ? Parce qu'il faut bien vous dire que si vous avez un creusement du spread, comme on l'observait la semaine dernière, entre l'euro et le Bund, de 25 points, je vous dis, ça va beaucoup Le mieux spread, depuis donc hier. l'écart. Oui. L'écart de rendement qui était constant depuis la création de l'euro, entre 35 et 60 points. La semaine dernière, on est passé de 48 points à pas loin de 80. Bref, hier, ça s'est un petit peu amélioré puisque le spread s'est contracté de 6 points. Et alors pourquoi il y a ce creusement ? Eh bien, il y a ce creusement tout simplement parce qu'il y a de l'incertitude et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et donc, il y a eu quelques ventes de précaution. Mais la véritable attaque dont M. Macron nous parle, celle où les gens vont perdre leur économie et où la France risque d'être mise sous tutelle de l'Europe, cette attaque, évidemment qu'elle est programmée. Et d'ailleurs, il le dit clairement. Ça va être le bain de sang, vous allez perdre vos économies. Donc ça fait partie du plan. Et la France et la dette de la France va être attaquée, entre guillemets, par qui ? Par ses principaux détenteurs qui sont généralement des grands fonds de retraite anglo-saxons. Et vous avez le patron d'un de ces grands fonds de retraite anglo-saxons qui dîne régulièrement à l'Élysée avec M. Macron. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'il est venu dîner, on a des projets de modification des régimes de retraite, etc. Mais vous pensez à qui là, par exemple, quand vous dites nous on a besoin de concret, quand vous dites les grands patrons des retraites, de fonds de retraite, vous pensez à qui là exactement, qui est allé dîner avec Emmanuel Macron ? Ah, on a perdu votre son, attendez 30 secondes, ça c'est de la censure. On vous récupère. Est-ce que vous êtes là, Philippe Béchade ? Ah bah non. Ça c'est vraiment la sauce. Ça y est. On vous a récupéré. Je n'ai pas touché mon ordinateur, ça s'est désactivé. D'accord. Comme ça, alors on vous écoute. Peut-être parce que j'allais justement prononcer le nom qui ne faut pas. Oui. Alors donc, celui dont il ne faut pas dire le nom. Non, si je le prononçais, cette émission serait marquée d'une pierre noire. Ah, d'accord. Donc voilà, je ne vais pas le faire. D'accord. Bah si. Alors allez-y Guy Lafortelle, faites-le. Je sais pas. Allez en prison pour nous. Moi, vous savez, mon patron de grand fonds, c'est pas un fonds, c'est un gérant d'actifs énorme, c'est Larry Fink de BlackRock dont on parlait hier, qui effectivement, encore une fois, était la fameuse pierre noire. La fameuse pierre noire, je sais bien, mais bon. Ah oui, pardon, je suis fatigué ce matin, la pierre noire. Qui est le patron de BlackRock, donc, pierre noire. Excusez-moi, Philippe, c'est... qui était à Paris la semaine précédant la dissolution, qui était au G20 la semaine dernière, au G20 ou au G7 ? G7, pardon, qui était au G7 en Italie, mais ça c'est pas officiel, c'est-à-dire mais il passe beaucoup de temps en Europe en ce moment, oui. Oui, et il passe beaucoup de temps en Europe pour, donc, selon vous, prévoir ce qui risque de se passer ou ce qu'ils peuvent faire avec les banques au moment où un nouveau gouvernement passerait. Comme dit Philippe et comme on disait hier, c'est que des décisions politiques... Emmanuel Macron est un banquier. Les décisions et des décisions politiques aussi importantes, aussi engageantes, ne sont pas prises, et ça serait même irresponsable de sa part, de prendre de telles décisions. Sans demander l'accord. Au moins, sans demander l'accord. Normalement, le politique n'est pas censé aller demander l'accord du financier, c'est souverain, mais en revanche, il n'est pas censé être con non plus, il est censé anticiper un petit peu ce que ça peut faire, sauf que là, le risque, c'est véritablement que derrière, il soit en train effectivement de sacrifier la France. Non mais attendez, vous voulez dire qu'il a pu rencontrer un Larry Fink ou autre pour prendre des nouvelles et dire qu'est-ce que ça fait si c'est un autre gouvernement, notamment d'extrême droite, un affreux gouvernement d'extrême droite, et là Larry Fink lui dira écoutez, pour moi c'est une catastrophe, donc de toute façon on ne fera plus confiance, donc il n'y aura plus de prêts, plus rien, les taux vont augmenter, enfin voilà, et tout le monde sera sacrifié, et Emmanuel Macron serait prêt à faire ça ? On n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas. Ce qui est en revanche... Ce qu'a suggéré Hervé Juvin à votre micro, qui était que éventuellement Emmanuel Macron a des visions
européenne et non plus française pour 2029. On sait que von der Leyen va être à nouveau présidente de la Commission jusqu'en 2029. Mais après 2029, on ne sait pas qui y a. Ce qu'Hervé Juvin a dit, c'est que normalement, en 2029, on devrait avoir réuni les postes de président de la Commission et du président du Conseil européen. Vous savez, quand les autorités européennes se baladent dans le monde au G7, ils sont toujours à deux. Il y a Charles Michel et Ursula von der Leyen. Et donc, Macron, on peut imaginer que lui, il rêve de devenir le premier président de l'Europe. Et aujourd'hui, l'Europe de Bruxelles, c'est une Europe allemande. Et donc, c'est une Europe qui a besoin d'affaiblir la France. Et en sachant qu'aujourd'hui, les Allemands ont fait des fautes énorme d'un point de vue énergétique. Et même les Échos, maintenant, viennent vous raconter qu'on attend les Allemands pour pouvoir relancer le nucléaire et qu'aujourd'hui, la France devrait reprendre le leadership européen. La France a eu le leadership européen à peu près jusqu'à l'an 2000. Oui, mais nous, on s'asphyxie tout seul avec le... Oui, exactement. Et parler grâce aux Américains aussi. Oui. Alors, on doit conclure. Faut conclure. Philippe Béchade, le mot de la fin. Je ne sais pas si je peux réellement conclure, mais il est évident que la décision de dissoudre l'Assemblée, elle a été prise en amont de résultats qui s'annonçaient effectivement très très mauvais. Mais avant même que les résultats montrent à quel point il y avait un rejet aujourd'hui de l'équipe de Pinocchio que nous avons au pouvoir, M. Macron savait qu'il y avait probablement une motion de censure qui s'annonçait pour la rentrée après les Jeux Olympiques, parce qu'évidemment aucune formation politique n'aurait tenté la motion de censure avant les Jeux Olympiques. Ça aurait été évidemment totalement suicidaire politiquement. Et M. Macron savait que le collectif budgétaire de l'automne 2024 ne passerait pas, tout simplement parce que c'est déjà un bain de sang social. Donc, quelque part, il a pris les devants, il chamboule tout, avec le délai extrêmement court et l'impossibilité de réunir les fonds pour faire une campagne pour de nombreux partis. Il y a des millions et des millions de Français qui ne seront pas représentés et qui seront donc sommés de choisir, comme je disais tout à l'heure avec mon CRS qui dit attention là-bas monsieur, à droite là il y a des fachos, puis à gauche il y a des antifas. La façon dont les choses sont faites va forcément arriver à ce qu'on dise, regardez, c'est un extrême qui l'a emporté, alors qu'on n'a évidemment laissé aucune chance à quelques partis un petit peu dissonantes et différentes, responsables. Donc, la France dans le chaos, c'est évidemment une volonté, et M. Macron savait qu'il ne pouvait pas poursuivre jusqu'en 2027 à démolir, déconstruire tout notre modèle social. Mais là, il va peut-être réussir un grand coup, c'est que si vraiment, comme il le dit, notre dette est attaquée, et il le sait qu'elle va l'être, puisque c'est probablement le but de l'opération, il va peut-être obtenir quelque chose encore plus rapide que ce qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire que la France se retrouve sous tutelle de Bruxelles, et donc là, d'un seul coup, on perd la totalité de notre souveraineté. L'Assemblée, il n'y en aura pas, il n'y aura pas de majorité. Ce n'est plus très très grave, puisque là, donc, du coup, les directives européennes pourront s'appliquer sans que personne ne puisse les censurer, et surtout pas un Parlement où, de toute façon, aucune majorité n'est possible. Donc, je dirais, j'ai l'impression que Macron a effectivement très bien joué et que les Français se sont fait piéger, mais c'est quand même la conséquence de leur naïveté depuis 7 ans. Voilà, les choses sont comme ça. Notre pays connaît des périodes de grandeur avec des projets de Concorde, d'Airbus, de TGV, de centrales nucléaires, et puis de temps en temps on tombe très bas, on est complètement supplanté par les Anglais, on connaît des Vichy, des choses comme ça. Notre pays connaît des hauts et des bas, et là on va connaître, malheureusement j'en ai peur, un bas très bas, à moins d'un sursaut. Merci. On va rester sur le sursaut et la dot d'espoir. Merci beaucoup Philippe Béchade, président du think tank Les Éconoclastes, rédacteur en chef à la Bourse au quotidien, cofondateur du cercle finance.com et chroniqueur sur BFM Business notamment. Guy de Lafortelle, merci également, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume évidemment, cofondateur de Toxin.